Bienvenue à cette masterclass Observatoire du jeu dédiée à la pratique féminine. Tout d'abord, commencer par quelques remerciements. En premier lieu, au MHR de nous avoir accueillis. À vous d'être venus et aussi au public qui suit en live cette masterclass. Voilà, pour le déroulé en fait de cet observatoire, on aura trois temps. Un premier avec Olivier Lièvremont, qui est donc le directeur technique national. Un deuxième qui sera animé par moi-même autour en fait d'une analyse comparative de l'évolution de la pratique féminine qu'on a faite à la Fédération française de rugby des deux dernières Coupes du Monde. Évidemment, une partie, et celle que vous attendez le plus, j'imagine, qui sera animée par David et Gaël, sur l'organisation du défensif du 15 féminin, avec une présentation qui sera faite en doublette. David qui sera plus sur une présentation en fait d'un aspect défensif sur un plan large, sur l'organisation qu'ils vont mettre en place sur l'équipe, et Gaël qui sera plus sur un focus ou macro sur les attitudes au contact, sur le plaquage, sur les soutiens def, etc. Voilà. Pour les personnes qui suivent cette masterclass en ligne, il y a un chat qui permet de poser des questions et qu'on mettra à la fin de l'observatoire. Voilà, je vais laisser la parole sans plus attendre à Olivier Vremont. Tu nous Bonsoir tout le entends, monde. Olivier? Ouais, je vous entends. Merci Vincent pour cette introduction. Bonsoir tout le monde. Très heureux de pouvoir m'adresser à vous. Alors je suis désolé évidemment d'être à distance. J'ai subi un petit peu les difficultés liées au transport en ce moment, donc j'ai pas pu me déplacer sur Montpellier. Donc je m'associe aux remerciements évidemment de Vincent pour le club du MHR qui nous accueille. Et voilà, donc ce qui est important pour moi, c'est de partager peut-être dans un premier temps les objectifs liés à la création de ces masterclass. Donc ça fait pas très longtemps que ça existe, hein. Ça fait, tu me corrigeras Vincent si je dis des bêtises, mais c'est la deuxième année qu'on organise ce genre de rassemblement, hein, autour du jeu, de l'observatoire du jeu. Et donc on avait réalisé déjà une masterclass au CNR, au Centre national de rugby à Marcoussis. Et peut-être déjà comme premier propos, c'est vraiment dire que l'idée c'est d'ouvrir les travaux autour de l'observatoire du jeu, de l'analyse, du suivi des méthodes d'entraînement, des contenus d'entraînement, de l'ouvrir au public et de l'ouvrir à vous qui êtes impliqués dans les clubs, euh, aux différents moments de la formation du joueur, que ce soit des tout jeunes ou des seniors. Et donc ça, c'est vraiment important de parler de un moment de partage des contenus qui sont développés au sein de la Fédération française de rugby, en particularité autour des équipes de France. Et à chaque fois, on le dit, c'est l'équipe de France, elle appartient en fait vraiment à personne en particulier. Elle appartient à tout le monde, au club, à la Fédération française de rugby dans son ensemble, à l'ensemble des licenciés. Et c'est tout normal d'organiser ces moments de partage des contenus qui sont développés au sein des équipes de France et avec les différents staffs, les différentes équipes. Donc l'idée, c'est ça, c'est le partage, proposer du contenu directement disponible. Et puis aussi, je l'ai dit, partager la culture. Et donc, vous allez voir que dans la présentation qui va être faite ensuite, et notamment dans la présentation de Vincent, il va y avoir un rappel des travaux qui nous mènent autour de l'Observatoire du jeu et de notre quête de définir ce qu'est le jeu à la française et comment il est né, comment il a évolué dans le temps, et puis qu'est-ce qui pourrait être demain. Et ça, c'est des questions qu'on se pose régulièrement justement autour de tous ces travaux.
Ensuite, dire que cette masterclass, elle s'inscrit évidemment dans un calendrier important du rugby, enfin de la performance et des équipes de France actuellement, puisqu'on est quelques mois après la Coupe du Monde et que le staff qui va s'adresser à vous, Gaël et David, sont en préparation du tournoi destination. Donc c'est un moment qui est important et qui est cet éclairage à ce moment-là, c'est pas un hasard dans le calendrier. Ensuite, peut-être en introduction, mais je pense que là-dessus, Vincent sera plus long et plus précis. Donc, je vais dire des banalités sur ce point-là, mais simplement dire que évidemment, il y a une évolution. Il y a une évolution de la pratique, il y a une évolution du haut niveau. Et ça, je le redis, vous allez entrer un peu plus dans le détail par la suite. Mais juste peut-être un petit point, c'est dire que les joueuses aujourd'hui de haut niveau, les joueuses qui sont dans les équipes de France, elles ont la particularité d'être des joueuses en effet de haut niveau qui s'entraînent de plus en plus et de mieux en mieux. Alors il y a une évolution avec l'arrivée du professionnalisme et des contrats de joueuses qui ont permis évidemment de faire évoluer tout ça et Gaëlle peut en parler évidemment mieux que moi puisqu'elle l'a vécu en tant que joueuse. Mais donc toute cette particularité de dire que on est passé voilà d'un rugby euh, qui n'était pas pro à un rugby qui est devenu pro avec du temps supplémentaire donné aux joueuses pour s'entraîner et des conditions d'entraînement aussi euh, qui sont vraiment liées à une pratique de haut niveau. Donc voilà, je vous ai dit là-dessus, c'est une pure banalité de dire que ça progresse et aussi de dire que le dernier carré de toutes les compétitions internationales aujourd'hui, rugby au niveau de la pratique féminine, c'est vraiment un très très haut niveau de pratique. En témoignent vraiment notamment les tournois euh, quasi mensuels de rugby à 7 que vous pouvez voir et le niveau des matchs de phase finale dans ces tournois de rugby à 7 qui est vraiment très très relevé et qui se resserre de plus en plus. Peut-être dire un mot aussi sur l'évolution de la pratique féminine, mais peut-être un peu plus au sens large du terme. Mais évidemment, pour nous, on a des résultats qui sont, disons, satisfaisants au niveau des équipes de France, euh, puisqu'on atteint régulièrement, disons, les 3 dernières marches du podium, que ce soit en rugby à 7 ou en rugby à 15. Mais c'est dire aussi que notre objectif, il est d'accéder aussi à la dernière marche, à la plus haute, et que ça, pour l'instant, c'est quelque chose qu'on n'atteint pas, et donc c'est évidemment notre objectif. Aussi, dans les dernières années, quelque chose qui est significatif, c'est d'avoir réussi à battre à plusieurs reprises les Black Ferns, donc la Nouvelle-Zélande, et puis par contre, le point noir peut-être, mais c'est d'échouer souvent face à l'Angleterre, même si on arrive à les battre de temps en temps. Mais en tout cas, c'est un petit peu la marche supplémentaire qu'on cherche à atteindre. En termes de développement, plus, parce que c'est important aussi de vous parler de cette évolution de la pratique féminine, voilà quelques chiffres, mais c'est en gros 30 000 pratiquantes et c'est une évolution de plus 75% depuis 2017. Et à chaque fois, j'aime bien dire qu'il y a des vrais points positifs au développement de la pratique féminine puisque les clubs font un effort énorme de développement avec évidemment la fédération, les ligues, les comités départementaux. Il y a un travail qui est très important réalisé, mais par contre, à chaque fois, je parle du revers de la médaille aussi, qui est de dire on attire beaucoup, mais on a encore un effort important à faire en termes de fidélisation, puisque en gros, en les 2 dernières saisons, il y a 16 000 joueuses qui n'ont pas renouvelé leur licence. Ça veut dire qu'en fait, on a une augmentation, puisqu'on attire beaucoup, mais on a aussi des réelles difficultés à fidéliser. Et pour plein de raisons, vous imaginez que je ne vais pas vous faire une analyse fine de ces chiffres-là, mais c'est important pour nous de le prendre en compte et de continuer de travailler sur cet aspect fidélisation, accueil, et derrière, et là je vais faire le lien évidemment avec la formation, l'accueil, la formation des entraîneurs, des éducateurs à accueillir des filles à l'intérieur des clubs, que ce soit à l'école de rugby, chez les jeunes, mais aussi chez les seniors.
Et donc, c'est tout un travail qui a réalisé autour du développement de la pratique féminine au sens large du terme. Et donc, pour nous, la Fédération française de rugby, de créer des outils pédagogiques, des contenus, de, des supports qui permettent de mieux comprendre ce que c'est que d'accueillir des filles à l'intérieur des clubs, ce que c'est aussi que de les entraîner. Et donc, je pense que vous allez avoir en face de vous, enfin, vous avez en face de vous deux spécialistes et qui vont justement vous parler aussi de l'entraînement à proprement parler. Et donc, voilà un petit peu les travaux qui sont mis en place au sein de la fédération. On note une augmentation de 53% des licenciés éducatrices et entraîneurs ES euh, euh, au sein de la Fédération française de rugby. Voilà. Par contre, ce qu'on note, et à chaque fois, je vous donne les plus et les moins pour bien montrer que le bilan, évidemment, il est positif, mais qu'à chaque fois, on cherche des points d'amélioration, c'est que on a encore trop peu de femmes qui sont diplômées d'État en activité. Et à noter que, évidemment, les femmes, en tant qu'éducatrices, se concentrent principalement sur l'école de rugby et on cherche vraiment aussi à ce que elles ne se cantonnent pas, si j'allais dire comme ça, ou en tout cas, on les amène à aller plus loin que l'encadrement de l'école de rugby, mais aller sur les effectifs jeunes, seniors, etc., etc. Donc, vous voyez, des points positifs, des vrais axes de développement mis en place au sein de la Fédération française de rugby, mais par contre, des voies d'amélioration, de progrès à mettre en œuvre. Voilà, j'espère en tout cas avoir introduit les propos, je le redis, en termes d'objectifs de la masterclass qui sont de partager avec vous, de livrer du contenu utilisable pour l'ensemble des personnes qui sont investies à l'intérieur des clubs, vous parler des évolutions de la pratique du haut niveau, des évolutions liées au développement de la pratique féminine, mais cette fois au sens large du terme. Et enfin, terminer en passant la balle à Vincent pour cette fois rentrer dans le vif du sujet et cette évolution qui est significative entre les deux Coupes du Monde. Merci à toutes et à tous de m'avoir écouté. Merci Olivier. Je vais reprendre la main. D'abord, dans un premier temps, c'est ce que je vous ai dit, de rentrer dans une analyse qu'on va appeler fine de cette évolution de la pratique féminine autour des deux coupes du monde. Avant, vous présenter très rapidement l'outil qu'on a mis en place, donc qui est l'Observatoire du jeu. Donc ça paraissait un grand terme, mais l'Observatoire du jeu, en fait, ça a été une vraie nécessité pour nos staffs. Souvent, on partait de ressentis subjectifs, par exemple d'une compétition ou d'un match, et ce qu'on appelle l'œil du maquignon, hein, si vous voulez, l'expérience, voilà, tout ce que vous ressentez qui est essentiel évidemment à l'analyse du haut niveau. Cet outil en fait d'observatoire du jeu, il a mêlé à ça la statistique et donc des éléments objectifs, vérifiables pour, on va dire, recentrer les débats autour du jeu. Donc on s'est attaché en fait à avoir un outil qui regroupait aujourd'hui tous les acteurs de la performance. C'est très important parce que très vite, et même nous, on a fait l'erreur par le passé de cloisonner un peu tous nos secteurs, hein, préparation physique, analyste vidéo, maintenant data scientist, data analyst, et j'en passe. Donc c'est des moments où on peut communiquer et échanger tous ensemble en partant sur, je vous dis à chaque fois, des éléments objectifs. On le fait toujours de trois façons en fait. Les éléments qu'on va donner qui sont stables, on va dire, et ça c'est tous les aspects du jeu, que ça soit techniquement, tactiquement, stratégiquement, qui n'évoluent pas dans le temps. Les évolutions du jeu, donc les aspects du jeu là qui peuvent évoluer en nombre, ça peut être les touches, les rucks, etc. Et sur la performance. Et puis ce qu'il y a de plus dur, vous le savez bien, j'imagine,
à votre pratique de tous les jours, c'est la projection. Donc c'est se dire vers où le jeu va tendre. Alors nous on connaît, il y a des facteurs qu'on connaît évidemment. Le premier c'est l'arbitrage. On est un des seuls sports co où l'arbitrage change tous les ans. Mais il y a aussi la technologie. Je suis assez bien placé pour vous le dire, puisque par exemple, tout ce qui est analyste vidéo, aujourd'hui, on capte sur le 15 France de masculin, on a des retours avec 8 ou 9 angles de caméra, donc on peut avoir une analyse très fine des adversaires. Cet observatoire, on l'a centré sur donc évidemment deux pratiques qui paraissent essentielles pour nous, le haut niveau, nos équipes de France, plus le haut niveau de championnat domestique, avec évidemment le championnat d'élite 1, les espoirs, les crabos, plus évidemment ce qu'on a lancé sur le niveau amateur, c'est de regarder tout ce que la fédération a mis en place, notamment en termes d'évolution des règles, et de voir les conséquences que ça a sur le jeu. Maintenant, pour rentrer dans ce comparatif, en fait, la première chose, c'est que ces statistiques, donc ces grands tableaux, on les prend en fait pour donner du sens et pour aider, ce que je vous disais, nos staffs à faire évoluer leur projet de jeu. Donc pour nous c'est toujours et puis parce qu'on a le temps en fait aussi on n'a pas des compétitions comme on peut avoir dans les clubs tout au long de l'année. Nous elles sont plus espacées, donc après chaque grande compétition, on analyse le jeu et on voit s'il y a des choses qui évoluent. Donc les premiers petits points qu'on a sur la Coupe du Monde féminine, c'est qu'on a une baisse du temps de jeu effectif, qu'on a eu aussi chez les garçons, assez importante, puisqu'on est passé de 39 minutes à 35. Donc ça, c'est pareil, il y a énormément de facteurs qui nous permettent de l'expliquer. Qui vont évidemment, dans un premier temps, de la stratégie. Exemple, s'il y a plus de jeu au pied et que les ballons sortent en touche, ça diminue le temps de jeu effectif. L'arbitrage vidéo réduit le temps de jeu effectif, etc. Donc ça, c'est un des premiers éléments. On voit qu'au niveau de la marque, on est resté sur les mêmes standards, puisqu'il y a à peu près le même nombre d'essais, un petit peu plus aujourd'hui, puisque le temps de jeu effectif a diminué. Par contre, il y a des statistiques qui ont vraiment, des secteurs de jeu qui ont vraiment évolué. Et on va le voir puisqu'il y aura une analyse, comme je vous l'ai dit, qui suit un peu plus fine du top 4 mondial, où on s'est centré évidemment sur la Nouvelle-Zélande, l'Angleterre, la France et le Canada. Donc les mauls ont plus que doublé, notamment le jeu sur maul. C'est aussi valable sur la pratique masculine et sur le haut niveau, avec un nombre considérable, vous le savez, vous le voyez tous les week-ends à la télé, d'essais à partir de touches et de maul. Sur la pratique féminine, et un nombre de jeux au pied qui est plus important. On verra après des jeux au pied différents en fonction des nations. Et puis là, quand je vous parlais d'arbitrage, on a pu noter aussi que sur cette Coupe du Monde féminine, il y a une augmentation notamment des fautes offensives. Je pense parce que les arbitres, c'était un des petits... on pense que c'est un des arguments, c'est que en fait les arbitres sont plus focus sur le premier soutien offensif et sur les attitudes de premier soutien offensif, comme on l'a aussi au niveau du championnat. Voilà, pour rentrer un peu plus précisément dans les statistiques de ce top 4 mondial, on a analysé déjà les statistiques évidemment de l'équipe de France. Vous dire qu'on le voit, effectivement, les mauls ont vraiment plus que doublé chez eux. L'autre grosse statistique qu'il faut qui est très haute, comme vous le voyez, c'est les efficacités sur les phases de conquête, notamment sur la touche, où les deux équipes finalistes dépassent les 90% de réussite. On le voit aussi, une évolution énorme du jeu au pied.
Et chez nous aussi, comme ce que je vous avais dit tout à l'heure, une évolution du nombre de fautes offensives avec, puisqu'on a fait x5. Voilà, on peut donc se comparer et comparer d'un point de vue général ces statistiques aux néo-zélandaises. Mais vous le voyez là aussi, hein, sur ces critères et sur ces chiffres que je vous ai donnés, les mêmes pistes d'évolution. C'est un peu moins vrai sur le jeu au pied, puisque elle jouait plus au pied euh, au préalable sur la dernière, on le voit sur la dernière Coupe du Monde. Par contre, ce que je vous disais, vous voyez sur les phases de conquête quand même un taux d'efficacité qui est relativement élevé au niveau de ce qu'on peut voir aujourd'hui au tournoi des 6 nations masculins, si ce n'est plus élevé. Euh, la dernière équipe, évidemment, c'est l'équipe d'Angleterre. Bon, on y reviendra. Là aussi, une évolution du jeu sur les ballons portés, mais certainement lié aussi intimement à la culture du pays et leur façon de jouer à la fois chez les garçons et puis chez les filles. Maintenant, je vais juste vous présenter assez rapidement ce que nous on appelle les actions décisives, qui sont en fait les franchissements et les essais. Évidemment, on s'attelle à analyser le plus finement ces deux actions qui sont importantes. Et là, vous allez voir évidemment des points communs, mais des grandes différences entre les équipes. En fonction évidemment des pans de jeu stratégiques que mettent en place les coachs dans les équipes, mais aussi, on va le voir, à la culture du pays et à la façon de jouer. Vous dire que, en fait, on franchit encore beaucoup sur tout ce qu'on appelle, nous, jeu de transition ou contre-attaque de premier rideau ou après contre-attaque de jeu au pied, qu'on franchit énormément donc dans un jeu qu'on peut qualifier de désordre et très rapidement. C'est une spécificité de l'équipe de France. On va voir qu'il y a d'autres équipes qui ont un peu ces mêmes spécificités. Un autre petit point, euh, des franchissements qui se font d'un peu partout dans le terrain, même si au cours du temps, là, on a pu voir en fait moins de franchissements de loin. Je pense que vous avez tous en tête les essais du bout du monde, etc., où des contre-attaques étaient amorcées depuis les lignes d'en but. Donc un petit peu moins de jeu de loin, mais des franchissements quand même qu'on peut voir de partout sur le terrain. Voilà. Chez les Anglaises, on le voit aussi, beaucoup de franchissements donc sur ces phases aussi là de transition, avec des franchissements qui sont assez rapides. Quand je vous parlais de différence entre les équipes, je vais faire un point sur la Nouvelle-Zélande, puisque elle, on voit que la répartition en fait de ces franchissements est moins nette. Il y a des franchissements un peu sur toutes les phases du rugby, c'est-à-dire touche, contre-attaque, turnover, et surtout en fait elles franchissent. euh, et puis je crois que David et Gaël vont nous le spécifier avec une analyse approfondie du jeu néo-zélandais, mais après des nombreux temps de jeu, donc peut-être des franchissements qui sont moins rapides, mais comme c'était une équipe qui tenait beaucoup le ballon, qui multipliait les temps de jeu, euh, ils ont franchi après plus de temps de jeu que nous. Sur les essais, on voit la même répartition, des essais, comme je vous le montrais, qui sont beaucoup sur un temps de jeu, donc, et amorcés, vous le voyez, sur des phases qui partent de notre terrain. Donc c'est vrai qu'il y a de moins en moins, mais on le voit aussi chez les garçons, des essais avec des phases qui proviennent du camp adverse, puisque sur l'équipe de France, on voit que la majorité des essais proviennent des 22 derniers mètres, hein, ou des zones de marque, comme on les appelle, mais c'est pas que le cas pour nous. L'Angleterre a la même spécificité.
Et c'est exactement les mêmes spécificités pour les néo-zélandaises et les canadiennes. Vous voyez des essais qui sont réalisés depuis la zone de marque. La seule différence, vous le voyez là aussi comme sur les franchissements, une multiplication des temps de jeu des néo-zélandaises pour pouvoir marquer, ce qui est vraiment une spécificité de l'équipe. Pour vous résumer en fait un petit peu toutes ces statistiques de façon un peu plus lisible et sur une page, nous les grands arguments et les grands éléments qu'on a retenus, c'est qu'il n'y a pas eu d'évolution en fait de la marque, du nombre d'essais qui a été inscrit entre ces deux coupes du monde. Qu'aujourd'hui, comme chez les garçons, en fait, il y a une majorité des essais qui est inscrit à partir de touches dans les 22 derniers mètres. Et comme je vous le dis, c'est vraiment pas une spécificité pour le coup du rugby féminin, c'est une spécificité aujourd'hui et du rugby en règle générale, avec ces notions de pénal touche où les équipes sont de plus en plus performantes dans ces zones de marque avec le maul. On a noté une diminution du temps de jeu effectif qui a relativisé puisque on a eu la même diminution chez les garçons, mais comme vous avez vu le match France-Irlande, il y a eu 46 minutes de temps de jeu effectif, donc peut-être un temps de jeu effectif qui va remonter. L'autre petit critère très important, c'est qu'il y a évidemment, je vous ai parlé de la marque sur la touche, une efficacité très importante sur les phases de conquête, et donc sur les phases, on va dire, un peu de maul. Une augmentation évidemment du jeu au pied. Là, on va voir aussi intimement lié au pays, puisqu'on a eu des équipes qui ont eu un jeu au pied plus long et des équipes qui ont mis uniquement ou majoritairement en fait du jeu de pression comme la Nouvelle-Zélande. Un autre petit aspect, puisque nous on y est très attaché et puis ça fait quelque temps qu'on s'attelle, comme l'a dit Olivier, à définir ce qu'est le jeu à la française et puis surtout à regarder comment les autres équipes jouent. On se rend compte qu'en fait les façons de jouer en fait ne sont même pas liées qu'au rugby, mais au sport co de manière générale. Voilà, donc juste un petit clip que je vais vous présenter normalement. Ah, petit bug. Voilà, c'est reparti. C'est le direct. Donc bon, un essai anglais, vous le voyez, donc c'est ce que je vous ai dit, des essais plutôt basés et lancés proche des lignes sur une phase en majorité, celle des mauls. Là, on a pris un exemple de la qualité de leur conquête et les efficacités sur les phases de maul avec un essai lors de la finale. Les Néo-Zélandaises avec un jeu caractéristique plutôt sur la possession, la qualité offensive de leur soutien, le jeu debout et le fait de tenir le ballon relativement sur une majorité du terrain. Évidemment des qualités individuelles de joueuses et notamment de leurs deux ailières qui ont franchi un nombre incalculable de fois sur cette Coupe du Monde. Et puis, bien souvent, mais ça, David et Gaël vous le préciseront tout à l'heure, un jeu au pied qui était plutôt de pression pour jouer justement sur ces deux ailières. Évidemment, une séquence contre la Nouvelle-Zélande du jeu français, avec ce qui avait été mis en place, mais ce qui est mis en place autour de toutes nos équipes de France, c'est-à-dire un jeu que nous on caractérise de jeu en black, de jeu autour
autour des rucks avec des avants, qui a été depuis toujours une des forces des équipes de France pour resserrer en fait les défenses et pouvoir marquer des essais. Voilà. La dernière petite partie avant de laisser la parole à David et Gaël, c'est de vous, je vous l'ai déjà fait sur d'autres masterclass, c'est vous de repréciser ce qu'est le French Flair. Donc on a fait des études depuis assez longtemps, depuis 78 en fait, de retrouver des points communs. Évidemment que le rugby a évolué, mais il y a des choses, comme je vous l'ai dit, qui sont très stables. De trouver des points communs sur le jeu. Évidemment, on voit que notre équipe, comme vous pouvez le voir sur ce graphique, ce terrain marque depuis toutes les zones du terrain, donc c'est un petit peu moins vrai. Aujourd'hui, que notre équipe en fait marque sur des phases majoritairement désorganisées. Donc sur des phases de turnover, comme je vous l'ai dit, de contre-attaque. Et vous avez vu la statistique qu'on marquait assez rapidement. C'était déjà le cas avant, puisque la majorité en fait des essais étaient marqués en un temps de jeu. Donc ça, c'est une définition, une partie en fait de définition du French Flair. Une des parties aussi importantes, et c'est quelques statistiques là aussi qui nous sortent fraîchement de la Coupe du Monde. C'est une analyse un petit peu sur notre performance défensive, puisque évidemment pour avoir des turnovers à des ballons de contre, il faut être performant en défense ou récupérer le ballon dans le ruck ou mettre la pression sur l'adversaire pour qu'il fasse des fautes techniques. Et donc, en fait, on a une analyse assez poussée, évidemment, de cette défense qui est intimement liée finalement à ce jeu de contre. Quelques statistiques de cette dernière Coupe du Monde et vous montrer notre performance sur cette compétition. Voilà. Donc, ces quelques statistiques, c'est qu'en fait, on a été l'équipe qui a concédé le moins de points en fait sur la Coupe du Monde de ce top 4 sur chaque entrée dans nos 22 mètres, puisqu'on est autour de 1,2 points marqués pour chaque entrée des 22 mètres. On peut voir que par exemple les Anglaises ou les Néo-Zélandaises sont à plus du double. On le voit aussi au nombre de pénalités, le nombre de turnovers concédés, où on est plutôt très bien positionné. Donc une grande qualité de notre efficacité défensive. Je vais vous montrer une petite séquence vidéo que David et Gaël vont pouvoir nous commenter du match France-Angleterre. Vous vous souvenez du match de poule et de l'énorme performance défensive qu'avait réalisé l'équipe de France. Donc la première chose, c'est dire que on avait orienté fortement la défense sur uniquement les ballons portés, puisque 90% de leurs essais avaient pour origine les ballons portés. On se disait que si on forçait les Anglaises à sortir les ballons du ballon porté, on allait faire chuter fortement la probabilité de pouvoir encaisser un essai derrière. Donc le premier travail était vraiment de s'organiser proprement là-dessus, les forcer à sortir le ballon, et surtout après avoir une grosse capacité de déplacement sur le jeu dans le sens. On voit les Blancs qui enchaînent fort, et c'est de la capacité à vite circuler pour pouvoir catcher, monter fort et faire tomber très vite les joueuses anglaises. Une autre spécificité qu'on avait travaillé, ça c'est la deuxième mi-temps, une régulation de la deuxième mi-temps où on avait décidé de ne pas venir contester les rucks. C'est un point qu'on vous abordera tout à l'heure. C'est quelque chose sur lequel on a beaucoup travaillé. On s'est aperçu que sur les débuts de match, on mettait beaucoup les mains dans les rucks et qui nous posait souvent des soucis par envie et par détermination un petit peu. Et là, sur ces séquences-là, on avait régulé le fait d'attendre un ruck, 2 rucks, 3 rucks et venir tuer le ballon pour pouvoir les empêcher d'aller marquer. On enchaîne ? Allez.
Vous enchaînez. Donc le temps que l'écran change, donc suite à la demande qui a été faite par Vincent, nous ce qu'on a souhaité c'est vous présenter tout simplement le cahier de match qu'on avait programmé face aux Black Ferns et en fait vous faire tout simplement la présentation on va dire de la semaine qu'on a faite aux joueuses, donc de manière peut-être plus concise par rapport à ce qu'on a pu leur montrer, puis essayer de corroborer tout ce qu'on va vous présenter avec des images et de matchs et d'entraînement pour essayer de donner du sens à ce on avait mis en place. Donc grosso modo on va tout simplement dérouler, il y a un problème de... On va tout simplement dérouler l'enchaînement de la présentation de ce cahier de match. Avant de lancer la partie, on va dire, purement du cahier de match, petit laïus juste sur les identités offensives. Vincent a parlé on va dire, des caractéristiques des équipes, mais quand on travaille sur la défense, en fait, on essaye de décrypter au maximum les philosophies de jeu, et je trouve que par rapport au rugby féminin ou le rugby masculin, la différence qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, il y a une énorme hétérogénéité dans le développement du rugby dans les différentes nations, ce qui fait que derrière, il y a des formes de jeu très marquées en fonction des nations. Si on prend par exemple différentes équipes qu'on a pu rencontrer pendant la Coupe du Monde, les Fidji est une équipe qui développe un jeu de possession tout simplement parce qu'elles n'ont pas la capacité de jouer au pied, ou en tout cas aujourd'hui elles n'ont pas de pied de longueur. C'est un jeu qui est beaucoup axé sur le duel et beaucoup de travail en offload. Donc ça impacte énormément les formes d'animation et nous forcément on doit s'adapter à ça. A contrario, l'équipe anglaise qui est une équipe massive, qui axe beaucoup sur les ballons portés et qui du coup met en place une animation offensive, ce qu'on appelle en piston, donc vraiment recharge en couloir, parce que comme ils ont moins la capacité de se déplacer avec de la vitesse, on a pu le voir juste sur les images juste avant, mais finalement c'est une équipe qui, j'ai envie de dire, elle est presque facile à défendre dans le sens où elle amène très peu d'incertitudes dans ce qu'elle peut proposer, contrairement aux Italiennes, qui elle est une équipe plutôt aérienne, qui déplace beaucoup le ballon et surtout qui a une capacité à se déplacer vite dans le sens. Donc avant juste de basculer sur la partie néo-zélandaise, si on devait finalement comparer le temps de travail que nous on a passé à préparer défensivement ces équipes, dans un ratio de 1 à 3, on va dire que les Anglaises, on a passé 1, les Italiennes, on a passé 3 fois plus de temps à préparer ce match au niveau défensif, et on va dire que le Néo-Z était à peu près au milieu, au niveau 2. Tout simplement pour dire que les Italiennes amènent énormément d'incertitudes, et qui dit incertitude, nous c'est beaucoup de travail à chercher à déceler les petits détails, les petites choses qui vont faire qu'on va pouvoir bloquer le jeu. Donc aujourd'hui, comme on vous a dit, on va basculer sur la partie des Black Ferns. Rapidement vous présenter justement l'organisation de notre semaine. Alors évidemment beaucoup d'infos. Ce qu'il faut retenir, c'est que nous on a 3 temps réellement où on va travailler sur notre partie défensive, et en fait on va partir d'un focus plutôt très large, philosophie de jeu, principes généraux, vers un focus le plus fermé, une loupe la plus fermée sur le plan purement individuel du jeu. Donc 3 temps de travail. Le premier donc le mardi matin, où on présente une vidéo, on va vous montrer quelques images et les principes généraux de leur jeu offensif. Le jeudi matin, où là par contre on est sur quelque chose d'un petit peu plus précis, en tout cas au niveau des enchaînements et des circuits qu'elles peuvent enchaîner. Et enfin, la dernière partie, c'est le jeudi après-midi, où là on rentre sur la partie purement analytique, et là on va présenter les lancements de jeu et aussi les caractéristiques spécifiques des duels. Total de la semaine au niveau de la défense, c'est 2 temps de 15 minutes au niveau vidéo, et au niveau entraînement, finalement, 2 fois 15 minutes sur la semaine. Ce qui fait qu'au total, par semaine, on passe 1 heure pour travailler la défense. Sachant qu'en plus, cette semaine-là, semaine demi-finale, c'était le 5e match de la Coupe du Monde. Donc on rentre dans une phase où forcément les corps sont un peu impactés. On est obligé d'aménager notre travail vers quelque chose d'un petit peu plus cognitif, un petit peu plus de clarté au niveau prise d'infos, lecture, et un peu moins peut-être d'intensité et de vécu sur le terrain. Donc on va juste vous présenter plusieurs clips. Donc un premier clip qui va vous montrer simplement les caractéristiques spécifiques de cette équipe néo-zélandaise, qui avait vraiment une identité très marquée, dans un jeu quand même qui est plutôt fondamental. Premier objectif pour elle, c'était de jouer ce que nous on appelle le jeu en black. C'est peut-être pas un hasard d'ailleurs. C'est leur capacité à jouer dans l'axe pour justement venir resserrer les défenses. On est sur les principes fondamentaux du rugby. Elles ont été vraiment d'une
d'une efficacité très forte là-dessus. Leur objectif à elles, c'était de resserrer au maximum la défense. Et petit à petit, comme vous pouvez voir, la dernière défenseuse elle se retrouve quasiment demi-axe terrain. Et ensuite, leur capacité à du coup alterner la transformation du jeu de l'aspect axial vers l'aspect déployé, tout simplement par une passe au pied qui leur a permis de trouver l'espace libre et de pouvoir enchaîner derrière à nouveau le jeu de mouvement. Donc, une équipe qui a beaucoup de joueuses de duel. Comme vous voyez, il y a finalement très peu de systèmes, beaucoup de jeux de duel. Et du coup, dans le jeu de duel, pas forcément beaucoup de profondeur. Donc elles avaient beaucoup de structures finalement très proches, dans un objectif toujours d'aller toucher les couloirs. Donc quand il y avait le momentum qui était coupé, comme ici c'est le cas, à nouveau, elles sont beaucoup sur du jeu presque à une passe. Beaucoup de duels. De la passe en offload, chercher à faire jouer le ballon. Et en fait, l'idée toujours dans cette volonté de venir resserrer les défenses. Donc petit à petit, les rouges qui ne circulent pas, les Black Ferns qui continuent à faire circuler le ballon. À nouveau, des filles qui viennent se consommer et se fixer, des passes offload à nouveau, et finalement des décalages qu'elles retrouvent sur la largeur. Donc simplement vous rappeler que c'est une réception coup d'envoi, elles ont pris le ballon au niveau des 22, elles marquent sur 80 mètres quasiment. Okay, donc c'est quand même des principes assez importants. Et une autre phase de jeu assez caractéristique de leur jeu, cette fois-ci sur turnover, mais à nouveau une volonté d'engager le jeu très, très loin du camp. Une volonté de tenir le ballon, donc c'est une équipe qui utilise un jeu de possession, d'usure, clairement, et on a pu le voir au niveau de la finale, c'est une équipe qui cherche à faire péter physiquement les adversaires, ce qu'elles ont réussi quand même sur quasiment toutes les équipes. Là juste, je vais accélérer un petit peu parce que la séquence est plutôt longue, il y a à nouveau un turnover gallois, récupération du ballon, donc à nouveau capacité et volonté de chercher surtout à jouer les duels, peu de structure finalement, des petites passes, on engage des duels, des relances de jeu. Et ensuite, une des deuxièmes structures qu'on avait identifiées dans leur volonté justement de venir fixer l'extérieur, en tout cas faire resserrer l'extérieur, c'était des structures plutôt très larges, à 4 avant. Ok, ça on l'a retrouvé à plusieurs reprises. En allant chercher la troisième pour venir toucher l'intervalle entre 5 et 6. Dans une volonté, en fait, en plus sur une passe extérieure, de venir fixer, de continuer à faire resserrer. Je continue à accélérer. Et en fait, encore une fois, justement sur ce jeu de duel, sur leur capacité à fixer de l'extérieur, en fait, elles vont isoler les dernières joueuses sur l'extérieur, elles vont pouvoir les exploiter. Et c'est là où elles sont devenues très efficaces globalement. Donc, juste si on doit synthétiser rapidement les images, donc une équipe qui utilise un jeu de possession et d'usure, avec un jeu basé sur le duel, l'alternance axiale est déployée, avec une capacité à transformer très proprement ce jeu-là pour aller toucher le couloir des extérieurs. Finalement, il n'y a pas un système prédéfini, c'est un jeu assez libre basé sur l'adaptation, ce qui du coup est très difficile à défendre si on n'est pas en place, cherche à toucher le couloir et menace et franchisse sur les épaules intérieures. Donc globalement, ça, il a fallu qu'on le synthétise aux filles, donc on essaie de faire des schémas plutôt visuels, donc on essaie en fait de donner une logique à leur jeu. Leur logique, c'est isoler leurs ailières. Aujourd'hui, leurs ailières, il faut savoir qu'elles font partie des meilleures joueuses du circuit A7, avec une grosse capacité de duel, une efficacité redoutable dans les couloirs. Donc leur objectif, c'est isoler leurs ailières face à nos ailières, de deux façons, donc avec ce jeu en noir, le jeu axial, ou avec ces coca, ce que nous on appelle coca large, donc avec, en allant toucher entre 4-5 voire 5-6. Donc nous, notre objectif, c'était de donner un petit peu de sens à ça et dire à nos joueuses, nous, ce qu'il faut, c'est qu'on arrive à garder nos ailières les plus connectées à nous et qu'on leur laisse le moins d'espace possible à exploiter. Donc rapidement, la stratégie qu'on a mis en place, donc ce qu'on appelle zone tempée, c'est la zone milieu de terrain, axe, ce qu'on appelle aujourd'hui zone d'action, là où elles développent surtout leur jeu de possession. Donc c'est beaucoup
Ce qu'on a demandé aux filles, c'était d'être 14 debout tout le temps, parce qu'on savait que dès qu'on allait éliminer des filles au sol, on allait devoir se mettre vraiment en difficulté. Ce travail de résilience dans le combat rapproché, Gaël va juste intervenir après à ce sujet. Donc évidemment, efficacité le 1 contre 1, tuer l'action, bloquer les bras dans le bout de ligne, j'en parlerai après, parce que capacité à faire des offloads, et surtout ne jamais déconnecter à l'intérieur. Parce que justement, c'est là où elles peuvent nous mettre en difficulté. Et enfin, la dernière chose, c'est ne jamais se faire fixer sur l'avant-dernière, parce que si on laisse leur ailière toute seule, c'est là où finalement on se serait fait châtier. Et ensuite, au niveau de la zone de marque, on va dire notre zone proche de notre but, c'était de ne pas contester les contre-requets dans ces 30 derniers mètres, pour justement densifier et laisser un maximum de joueuses disponibles sur le R1, et évidemment réduire en 14-1 notre défense sur les derniers 30 mètres. Donc moi je vais faire juste un petit focus sur le jeu rapproché, comment on s'organise sur une semaine avec David. David va parler plutôt aux filles de toute la globalité du général, ce qu'il vient de vous présenter. Et moi, je vais faire des loupes tout au long de la semaine sur tout ce qui va être le travail de ruck, le plaquage et ce qu'on appelle, nous, le combat rapproché. Une spécificité des Black Ferns que vous a présenté David, c'est ce jeu dans l'axe. Et c'est quelque chose qu'on redoutait quand même assez avant de les jouer, parce qu'elles sont très massives. Et elles éliminent à chaque fois beaucoup de joueuses sur ces actions-là. C'est très difficile d'aller leur contester les ballons, parce que comparé à d'autres nations, et je vais vous montrer les images en suivant, elles libèrent leur ballon sous forme de squeeze, le ballon entre les jambes, qui est assez difficile de pouvoir aller les contester. Et on savait qu'un de nos points d'amélioration sur cette compétition, c'était justement ça, parce qu'on a beaucoup d'envie, de détermination, et sur les débuts de match, on avait tendance à aller se jeter un maximum dans les rucks, et on prenait un gros risque sur ce match-là, parce que vous allez voir, elles viennent au-delà, éliminer des joueuses, et pour nous c'était vraiment mettre le focus sur la semaine là-dessus. Donc on s'est attardé à montrer des images aux filles. Comme l'a dit David, on n'a pas pu aller tout le temps sur le terrain, montrer des images aux filles, faire des focus et leur répéter en permanence des règles clés et des mots clés pour qu'elles retiennent au maximum quand elles vont jouer. Donc, si je vous montre quelques images d'exemples que je peux montrer en vidéo aux filles, voilà, donc ce que je vous parlais, cette forme de libération qui est difficile à venir contester. Les filles qui viennent au-delà, ce qu'on appelle nous venir raser, sniper, enlever, qui viennent vous enlever les menaces, qui vous amènent au-delà, qui vous bloquent des filles complètement. Si là on est bloqué dans ces zones-là de combat rapproché, derrière toute l'organisation défensive que David veut mettre en place, elle tombe quasiment à l'eau, et on isole les joueuses comme il a pu le montrer. Et tout ça, c'est important de faire des loupes aux filles, de leur faire comprendre ce qui se passe au cœur du jeu, et pour que collectivement on puisse défendre. Donc concrètement, on est totalement complémentaires sur la semaine sur tout ce qu'on va travailler. Donc ça, c'est tout un tas d'exemples. Leur forme de soutien, où là aussi c'est complètement impossible d'aller contester, mais si on est sur un début de match à la demi-finale de la Coupe du Monde, vous imaginez qu'il y a beaucoup d'envie, et les filles ont envie d'aller se jeter, d'aller ralentir les ballons, et c'est et on prend un gros risque à faire ça. Donc voilà, tout un tas d'images. Donc très régulièrement, on fait des vidéos très très courtes qui dépassent pas 15 minutes, où moi j'interviens et je leur montre les images. Alors elles connaissent bien évidemment les termes, donc c'est un peu plus rapide. Et après voilà, les opportunités, quand même, si on est patiente, il y a des opportunités de pouvoir contester, et ça c'est de pouvoir leur dire. Donc on s'est donné un principe que tout à l'heure David a vaguement passé. Sur ce principe-là, c'était de se dire: on attend 3 temps, au 3e temps on tue. Donc j'ai passé toute ma semaine à compter les rucks et à leur dire 1 temps, 2 temps, 3 temps on tue, 1 temps, 2 temps, 3 temps on tue. Et à répéter ça, à travailler collectivement, on s'en est plutôt bien sorti sur cette forme de jeu, sur ce match-là. Donc ça, c'est toutes les spécificités, voilà, des Blacks, et surtout tout ce que moi je peux montrer. La deuxième chose, là on a parlé beaucoup du jeu au sol, c'est aussi le jeu debout, ça fait partie des choses que je peux leur montrer. Et David a parlé, c'est des filles qui jouent énormément de duels,
qui sont menaçantes partout, sur les intérieurs. Moi, ça fait partie des choses que je vais pouvoir montrer. Le ciblage, travailler sur les cadrages, pas se faire avoir. Les déconnexions, bien évidemment, collectives, David va y venir, mais c'est tout ça. Et ces filles qui vont tendance à jouer des offloads en permanence, à jouer debout, c'est de trouver les solutions pour venir les bloquer le plus rapidement possible. Là, on rentre un petit focus sur ce que David a appelé tout à l'heure le Jean Black, qui était leur particularité. Et nous, on s'est attardé, bien évidemment, à tout faire pour défendre ce jeu-là. Donc, c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure, c'est cette notion de 1 temps, 2 temps, 3 temps en tue. C'est de ne pas devenir se consommer, parce que là, on voit que là, elles vont carrément au-delà, elles bloquent des joueuses, et le risque, c'est vraiment de se faire éliminer, de se faire bloquer au milieu du terrain, et qu'après, sur les extérieurs, on soit vraiment en difficulté. Et ce jeu-là, en plus, elles le font tout terrain. C'est-à-dire qu'elles peuvent le démarrer d'un coup d'envoi, elles peuvent le démarrer après 2 temps de jeu, 3 temps de jeu. Elles sont vraiment menaçantes en permanence, et on a vraiment travaillé la semaine là-dessus. Dernière chose, qui était un petit focus pour montrer aux filles, c'est juste montrer que c'est des filles qui viennent beaucoup du rugby à 7, et tout ce style de libération, si elles ne sont pas tenues, il y avait une importance forte à finir les plaquages, à les faire tomber très rapidement et finir les plaquages, parce que si elles ne sont pas tenues, elles repartent et elles nous mettent encore plus en danger. Donc ça, c'est le style d'image qu'on peut montrer aux filles. Si on rentre plus précisément à ce que ça peut représenter une séquence défensive. Donc là, on est le jeudi, 2 jours avant le match. Il y a une première partie qu'on appelle connexion AAC. Donc AAC, c'est attitude au contact, avec un focus sur ce qu'on a envie de travailler. Donc là, aujourd'hui, le focus était sur les reconnecter sur une situation de lecture. À quel moment je vais contester, à quel moment je circule. Voilà, donc avec des petits boucliers, je vais vous présenter les exos juste après. C'est des choses très faciles à faire, mais c'est vraiment des idées d'exercices très courts où tout est déjà en place, on rentre et on reconnecte très rapidement. Un petit travail de ligne, parce qu'on est beaucoup dans cette idée de vouloir switcher en permanence. Les ateliers, les exercices, pour laisser les filles connectées au maximum, et surtout qu'on se rapproche le plus possible de ce qu'elles peuvent rencontrer dans un match. À un moment donné, je défends, à un moment donné, j'ai une touche à jouer, à un moment donné, j'attaque, et l'entraînement, il doit représenter un petit peu ce qu'elles vont vivre après le week-end, et plus particulièrement quand on est proche de l'événement. Un petit travail en 15-15, donc qui nous permettait de retravailler nos lancements, et au milieu de ce travail, vous voyez loop, jeu en noir, 4 minutes. Là, c'était un focus de 4 minutes où on allait retravailler précisément comment on allait défendre ce jeu des Blacks, où elles viennent nous perforer dans l'axe, avec cette notion de 1 temps, 2 temps, 3 temps, je tue. Voilà. Et terminer par une connexion de défense forte. Donc ça, c'est les exemples de petits exercices tout simples, voilà, où il y avait vraiment un système de lecture. Ceux qui étaient à l'entraînement cet après-midi, on a montré vaguement ce qu'on faisait. Donc voilà, c'est juste un petit travail de lecture, voilà, de connexion qui dure 2 minutes. Si je vous montre l'atelier focus de gens en blague, donc c'est des exercices souvent qu'on utilise, où on n'utilise pas de matériel, pour pouvoir se dispatcher très vite sur le terrain, perdre le moins de temps possible entre les connexions, et là on isole sous forme de petites cellules. Donc elles étaient en 3 contre 3, une équipe qui jouait le rôle des néo-Z, qui enchaînait 3 temps de jeu, et le but de la défense, c'était qu'on les entende compter 1 temps, 2 temps, 3 temps en tue. Et on s'est attardé sur la semaine à faire ça. Et si on prend notre demi-finale, c'est un domaine qu'on a plutôt maîtrisé, et on s'est fait avoir sur d'autres choses qu'on avait moins travaillé. Donc ça, c'est le petit schéma exactement que David a montré tout à l'heure, où on resynthétise à chaque fois aux filles. Il y a tout ce qu'on leur dit sur la semaine, et elles ont ça. C'est le cahier de match, c'est quelque chose qu'on leur envoie le jeudi soir en règle générale, avant l'entraînement du capitaine, le dernier entraînement, où elles peuvent revoir tout ce qu'on a vu dans la semaine par des petites phrases courtes. Voilà, plaquer vite, se relever, l'importance de 14 debout, 14 debout, 14 debout, on l'a martelé toute la semaine. Les joueuses les plus proches de la plaqueuse verrouillent de part et d'autre du plaquage.
on s'est attardé à donner des choses simples sur ce jeu axial des All Blacks. C'était celle qui plaque, 2 à chaque fois qui doivent encadrer la plaqueuse, et surtout ne pas se faire toucher par les filles qui viendraient enlever les menaces, et les joueuses extérieures qui se consomment pas, fermer les intérieurs, tout ce que j'ai pu vous dire, et leur rappeler dans la slide d'avant cette notion de un temps, 2 temps, et on tue. Donc en fait, après derrière, tout l'enjeu de bloquer cet aspect, on va dire, du jeu axial, c'est justement pour se laisser un maximum de confort pour défendre les extérieurs, parce que c'est surtout là qu'elles allaient chercher à finir les coups. Elles sont très fortes dans le jeu dans l'axe, et après, elles sont capables derrière de transformer très rapidement vers l'extérieur. Donc en fait, après derrière, sur la stratégie défensive, une fois qu'on a abordé cette défense purement axiale et la stratégie qu'on cherche à mettre en place, toujours dans cette volonté d'être 14 debout, le deuxième objectif, c'était ne jamais lâcher la dernière joueuse de la ligne. Il fallait obnubiler les filles, de jamais lâcher ces ailières, parce que ce sont elles en fait, qui avaient tendance à finir les coups et qui étaient leur réel facteur X dans l'équipe. Troisième objectif, c'était du coup de rester très connecté pour ne pas laisser d'énergie. Quand on parle de connexion, c'est que si on a une fille qui se fait prendre sur une épaule intérieure et qu'on est capable et qu'on est obligé de céder du terrain et de devoir se réorganiser, ça veut dire que derrière il y a 14 filles qui sont obligées de replier, de laisser de l'énergie dans du replacement, on va dire purement énergétique. Alors que si tout le monde fait le petit boulot à chaque fois, finalement on va dispatcher tout le travail à chacune des filles et finalement on va laisser le moins d'énergie possible. Donc comme je vous disais, la première chose, c'est jamais lâcher la dernière. Elles avaient des capacités aussi, par exemple sur les avant-dernières joueuses, ici la 13, ok, elles avaient la capacité quand même sur des passes en cloche ou même des passes au pied de pouvoir toucher la 11. Ok, donc l'objectif pour la 14, c'était ne jamais se livrer sur l'avant-dernière. Deuxième aspect sur lequel on a voulu travailler fort aussi, c'est donc cette capacité à rester très connecté de l'intérieur. Donc vraiment, si on prend l'image de droite ici, entre 7 et 14, rester très fort parce qu'elles avaient la capacité, si elles voyaient qu'il y avait l'équilibre, de revenir attaquer ses épaules intérieures avec une capacité quand même d'avancer. Et enfin, la troisième chose, et qui nous semblait presque la plus importante, c'était sur leur capacité à jouer des passes offload, c'est d'arriver à bloquer les bras, notamment de l'avant-dernière, pour toujours, encore une fois, éviter que la 11 touche les ballons. Donc vraiment, c'est l'obsession qu'on a eue toute la semaine, c'est dire les ailières doivent toucher le moins de ballons possible, parce qu'on savait que le vrai danger allait arriver d'elles. Donc essayer de trouver des petits focus là-dessus. Et ensuite, donc, du coup, derrière, ça se transformait par des séances d'entraînement. Donc là, juste, je vais vous montrer une image qu'on a essayé de réguler par rapport à une situation problème du coup que l'on a rencontré. Donc là, dans l'animation, on le voit pas bien parce qu'on va faire le choix de toucher, on va dire, une situation erreur qu'on a essayé de réguler pendant la semaine. Mais après ce jeu, on va dire en noir, où l'image que je vous ai montrée tout à l'heure, avec des cellules d'avant plutôt larges, où elles vont chercher à toucher plutôt les filles extérieures. Okay, donc ici, en l'occurrence, la 4e, qui vient venir fixer. Donc très bon travail des oranges. Donc juste pour vous informer, les oranges étaient les joueuses hors groupe ou qui allaient être sur le banc. Donc les bleus, c'est les 15 qui allaient démarrer. Donc en fait, dans l'idée, c'est que les oranges doivent faire le jeu des Black Ferns et les bleus doivent justement retrouver les principes qu'on s'est donnés. Et là, par rapport au travail qu'on avait amorcé et ce qu'on voulait stratégiquement, les oranges font très bien travailler. On s'aperçoit qu'on a 2 joueuses bleues extérieures qui se retrouvent isolées et c'est exactement la chose qu'on ne souhaitait pas. Donc là, le ballon est un petit peu ralenti, ça nous permet de rééquilibrer avec 3 joueuses qui passent sens. Par contre, ce qu'on avait demandé, c'est jamais déconnecter. Et là, on a une joueuse qui sort de la ligne, qui déconnecte, qui ouvre 2 intervalles, un TXT. Ce qui crée derrière un franchissement, mais en plus de ça, le petit cercle en haut, c'est l'arrière qu'on avait demandé pour justement ne jamais laisser cette ailière toute seule, de venir plutôt fermer, vu qu'on allait devoir être un petit peu plus serré pour fermer les intérieurs, c'était de positionner cette arrière plutôt couloir extérieur pour venir fermer le bout de ligne. Et en fait, là, sur le franchissement, comme l'arrière se retrouve à devoir fermer vraiment sur l'extérieur, mais finalement, axe à la cassure, il n'y a plus personne, et on se retrouve vraiment en difficulté, et là, c'est un essai, et c'est exactement le genre d'action qu'on aurait pu retrouver sur le match. Donc par rapport à ça, et ça a été une régulation qu'on a eue suite à cet entraînement, 2 aspects. Donc à droite, ce que l'on souhaite, c'est-à-dire avoir une défense plutôt compacte, serrée, connectée de l'intérieur, avec cette 15 qui vient fermer l'extérieur si besoin, si on n'arrive pas à circuler assez vite.
ok, et éviter justement d'avoir cette cassure au niveau des déconnexions. Donc vraiment, par l'image que je vous ai montrée, on a débriefé derrière aux filles, et par rapport à ce schéma, c'est les resensibiliser sur le fait qu'il faut vraiment qu'on fasse attention sur ces connexions, notamment en bout de ligne, parce que c'est là où on peut vraiment se fragiliser par rapport à ça. Donc par rapport à cette gestion du bout de ligne, le R3 doit communiquer ce surnombre sur le R1, avec les deux formes de défense, contrôle ou connect. Et s'il manque cette connexion, justement, c'est le R3 qui doit couvrir ce couloir-là. Et attention, du coup, au fait de ne pas se faire franchir, parce que si on bascule notre 15 sur le couloir extérieur, mais forcément, en cas de franchissement et pour l'intérieur, on se retrouve du coup en difficulté. Donc ça, c'est des régulations qu'on amène tout au long de la semaine. Et en fait, petit à petit, durant la semaine, on part de ces principes, on va dire, de mouvement général, de principes collectifs au niveau de la défense qui doivent répondre à une problématique de l'attaque. Et puis petit à petit, on va resserrer. Et on va resserrer notamment, en particulier vis-à-vis des lancements de jeu. Donc là, il y a un gros travail, on va dire, de détail qui est fait tout au long de la semaine, mais on le focalise juste en fin uniquement au groupe match et parfois même particulièrement un groupe de joueuses. Donc en fait, là je vous montre un exemple juste d'une touche à 4, donc un lancement qu'elles font prioritairement en touche à 4, qui est revenu à plusieurs reprises, que ce soit sur les matchs de préparation ou durant la Coupe du Monde, où en fait on a retrouvé des constantes en fait, qui doivent nous donner des informations pour pouvoir les défendre. Donc la première, c'est le placement de départ, avec une 10 qui va être première receveuse sur la touche, 3 avants qui vont entourer cette 10, et une ailière, donc en rouge, qui est juste derrière à cette cellule. Et en fait, le constat qu'on faisait, c'est que souvent, ces cellules d'avant allaient attaquer. Elles n'ont jamais utilisé, mais on voit que ici on a une centre axe à l'avant qui peut être une option en passe pivot pour aller toucher un petit peu plus extérieur. Donc ça, juste le sensibiliser au niveau des filles. Mais par contre, ce qui est intéressant et surtout ce qu'il fallait qu'on observe, et notamment pour la joueuse ici en haut, qui généralement chez nous allait être la 9, donc elle, sa seule mission, sa seule et unique mission, était d'observer ce qu'allait faire la 10 et l'ailière. Et en fait, à chaque fois que la 10 et l'ailière ça basculait, mais derrière, c'était cette option avec l'ailière intérieure et capacité de franchir. Donc en fait, tout le travail, c'est d'arriver à trouver presque des dénominateurs communs à chaque lancement pour retrouver systématiquement certaines constantes et retrouver un petit peu les indices qui vont nous donner qu'on va pouvoir contrer les lancements sur le premier temps et surtout sur le second temps. Et là, encore une fois, la 10, avec son ailière qui est son poisson pilote, en fait, même format, passe dans le dos, option intérieure de l'ailière, avec la troisième ligne qui restait dans le couloir extérieur. Donc juste en demandant à notre 9 d'être focus sur cette joueuse, on allait pouvoir anticiper ça. Et là, on vous montre même format de lancement, 10 plus les 3 avant, mais cette fois-ci, regardez la 10, qui est ici, ok. L'ailière qui, dans un premier temps, en fait, c'est la 10 qui lui commande le sens du jeu. Comme la 10 continue de jouer sens, l'ailière suit sens avec elle. Et à nouveau, cette ailière qui vient proposer une solution même, l'image s'arrête juste avant. Donc à chaque lancement, on corrobore derrière un schéma de ce style. Okay, donc à chaque lancement, un schéma. C'est beaucoup d'infos, mais qu'on essaye vraiment de cibler aux filles qui vont être concernées. Donc peut-être que sur notre réunion spécifique avant la demi-finale, on va juste convoquer la talon, la 7, la 8, la 5, la 10 et la 9. Pourquoi ces joueuses? D'abord parce que dans la connexion entre la touche et la ligne de hors-jeu, ces 4 joueuses en rouge, ce sont les plus importantes pour pouvoir venir fermer le plus fort possible les intervalles. La 10, parce qu'elle va avoir un double rôle, c'est à la fois de défendre sur cette 13 qui va venir plonger, mais si l'option dos est faite, c'est elle aussi qui doit venir connecter avec la ligne des 3/4 derrière. Donc elle a la double tâche de devoir lire ce petit moment de, on va dire de critique dans le lancement Neo-Z. Et enfin, la 9, parce qu'elle avait pour mission de pister cette ailière, parce qu'en fonction de ce qu'elle allait faire, ou la 10, mais surtout l'ailière, en fonction de son replacement, il allait falloir faire basculer sur le second temps plus de filles dans le sens, parce que si l'ailière dézone vraiment dans le sens, on est sûr qu'elles n'allaient pas revenir dans le petit côté. Donc si on revient à notre format, en fait nous derrière, sur ce cahier de match, on va décliner l'ensemble des lancements que les Neo-Z ont pu montrer sur les différentes images. Donc ces différentes formes de lancement, donc beaucoup d'infos. Je vous rassure, on ne montre pas forcément tout aux filles, on essaye juste de donner leur lancement prioritaire
parce que c'est celui-là qu'on estime qui va revenir le plus souvent. Par contre, elles ont à disposition le document et les images pour essayer de cibler, sachant que chaque fille n'a à se concentrer que vraiment sur son rôle. Donc ici, par exemple, en fonction de ce lancement, chaque fille a une cible spécifique à respecter. Idem pour les lancements sur mêlée. Donc on essaye de décliner tout pour finalement amener le minimum d'incertitude à nos joueuses et qu'elles puissent se concentrer en fait à monter fort et catcher. Enfin, pour finir, et par rapport à cette équipe de la Nouvelle-Zélande qui était quand même plutôt axée sur les duels, on avait demandé à notre analyste vidéo, et là, je ne sais pas si vous voyez sur les lignes en bas, on en a pris 3, mais on a fait quasiment la moitié de l'équipe là-dessus. Là, je vais vous montrer juste le cas de Sarah Irini, la 3e ligne de cette équipe. Hop, pardon. En fait, l'idée, c'était de demander à notre analyste vidéo, c'est de nous couper systématiquement les duels, vu que c'est une équipe axée beaucoup sur cette notion-là, pour essayer d'identifier un petit peu des constantes. Des constantes, et en particulier pour Sarah Irini, c'était sa volonté de repiquer systématiquement intérieur dès qu'elle se sentait, on va dire, sous pression. Donc là, plutôt sur du jeu au près, mais dès qu'elle a de la pression, elle revient sur l'intérieur, elle revient sur le terrain. Par contre, dès qu'elle commence à avoir des espaces, elle peut utiliser d'autres travails de step. Donc c'est juste pour donner simplement des petites indications aux joueuses, on va dire sur le plan purement 1 contre 1, de dire que si vous avez cette joueuse qui arrive sur vous, ben, il y a de fortes chances qu'elle joue des duels d'une certaine façon. Je vais vous montrer par exemple, juste pour finir, la numéro 10 qu'on voyait juste à l'image. Elle, dès qu'elle est en contact, dès qu'elle est au contact, elle cherche à tourner le dos pour lâcher le ballon en offload. Donc elle cesse en fait de travailler sur ses jambes. Là, au contact, elle tourne le dos. Et si elle peut lâcher le ballon dans l'axe, elle lâche le ballon dans l'axe. Donc c'est les indications qu'on essaie de donner aux joueuses. Et puis, si par hasard, on se retrouve dans cette situation et qu'elles sont capables d'identifier que c'est cette joueuse-là qui est au contact, quand elle ne franchit pas, elle est capable de bloquer et passer dans le dos, on essaye de donner ces indications-là pour, peut-être sur cette joueuse-là en particulier, chercher à bloquer le plus possible les mains, parce que c'est une joueuse qui cherche beaucoup à faire jouer autour d'elle, voire même si elle ne gagne pas le duel, à tourner les épaules et presque à se mettre en difficulté. Voilà, donc de manière globale, on fait ce focus, on va dire, d'une loupe plutôt large vers le plan individuel jusqu'à l'heure du match quasiment, pour essayer d'enlever un maximum d'incertitude dans ce qu'on peut rencontrer sur le match. Merci David et Gaël pour nous avoir partagé cette préparation de match et puis nous faire rentrer en fait dans l'intimité des équipes de France. On va attaquer donc la dernière partie avec vos questions, évidemment en lien avec la présentation qui a été faite par Gaël et David. Il y a des questions dans la salle, ou sinon c'est toujours pareil, c'est moi qui commencerai. Moi, j'aimerais vous dire que j'étais très intéressé par le travail individuel que vous avez fait là. C'est-à-dire que tous les renseignements que vous donnez à chaque joueuse qui va être confrontée à une attaquante particulière. Le 10, voilà ce qu'elle fait, voilà ce qu'elle a tendance à faire. La 3e ligne, Irini, voilà ce qu'elle a tendance à faire. Et je trouve que ça permet à la joueuse d'anticiper ce qui va se passer par la suite. Elle est prévenue. Puisqu'elle est prévenue, alors elle peut être amenée à lire d'une manière plus précise le jeu. Donc, j'ai été très, très intéressé par ce type de travail qui se fait maintenant dans la haute performance et notamment chez les garçons. Parce que chez les garçons, je sais que les gens arrivent à découper les actions. Par exemple, un 3/4 centre, il est capable de savoir, il va rencontrer le 3/4 centre du Stade français, c'est exactement le 12 ce qui va... Ces actions prioritaires. Et ça, je pense que c'est un travail très, très important que vous avez mis en place. Après, la difficulté pour vous, c'était de le faire passer sur le terrain. Et ça, c'est entre le temps que vous avez à votre disposition et le temps qu'il faut passer sur le terrain pour le réaliser. C'est vrai qu'en fin de compétition, ça a peut-être été un peu difficile. Mais moi, je tenais à vous dire que j'étais très intéressé par ce type de travail.
Moi, je vais revenir sur le contest. Vous les avez sensibilisés sur le troisième contest, troisième ruck. Et si sur le premier et le deuxième, il y a l'opportunité de gagner le ballon. Ou inversement, parce que les filles, elles comptent 1, 2, 3 au troisième, là elles peuvent, mais la situation ne le permet pas, elles se mettent à la faute. Alors c'est vrai qu'on a utilisé ce temps 1, 2, 3, c'était vraiment ciblé en particulier sur ce jeu axial, ce jeu en black, parce qu'on s'était aperçu en observant tous leurs matchs que dès qu'on est patient et qu'on est surtout bien organisé, qu'elles ont du mal à venir nous enlever des menaces, on a des filles debout, on est 14 debout, et au bout du troisième temps, elles ont tendance à aller vouloir chercher un petit peu plus loin, et c'est là où elles s'isolent, et c'est là où nous, on a des opportunités pour venir gratter. Bien évidemment, tout l'enjeu, et après ça reste des joueuses de rugby avec des qualités, c'est toute cette notion de lecture. Bien évidemment que s'il y a une situation qui est hyper favorable, on sait que les filles répondront présentes. Mais après, dans ce qu'on voulait vraiment, par rapport à ce qu'on avait travaillé sur la Coupe du Monde, c'était vraiment les sensibiliser sur ça, sur cette notion de patience, et qu'il valait peut-être mieux laisser passer un ballon qu'on pouvait récupérer, être patient, bien organisé et pouvoir le récupérer après dans un second temps, que de vouloir aller vraiment plonger sur tous les ballons et de venir se faire bloquer et après se mettre en difficulté. Sur l'ensemble de nos matchs, on a la chance d'avoir des analystes vidéo, des statistiques sur tous les débuts de match. On attaquait systématiquement tous les rucks. Et je pense que sur l'ensemble des matchs, à la mi-temps, mon discours il a souvent été toujours le même, c'est de dire, on rentre, début de deuxième mi-temps, on est patiente, on attend un ruck, 2 rucks, 3 rucks, et on va gratter. Et on a récupéré beaucoup plus de ballons sur les deuxièmes mi-temps que sur les premières mi-temps. Voilà, donc on a pris ce parti-là. Voilà. Après, on sait aussi qu'on a des filles en face qui sont capables de lire des situations. Voilà, mais le parti, c'était vraiment d'être plutôt patient et de tuer ce jeu axial. Juste pour compléter ce que disait Gaël, et puis de ce qu'on peut tirer en fait des analyses du jeu, on joue beaucoup d'équipes britanniques. Donc par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure et au jeu à la française qui est peut-être des fois un petit peu moins structuré, on joue des équipes qui sont ultra structurées. Et donc souvent sur les premiers temps de jeu, ils sont prédéfinis. Donc je pense qu'aussi il y a peut-être moins d'opportunités et c'est le sens de leur message. C'est ce qu'on a aussi dans de nombreuses équipes de France. Hein. Vous savez bien que les Irlandais, c'est des temps de jeu programmés quasi à l'infini. Donc voilà, et c'est vrai qu'on joue énormément de nations britanniques. Nous. Juste, j'avais une petite question par rapport à la répartition du travail et comment vous fonctionnez justement par rapport à ces analyses. Bon, vous avez l'appui des analystes et des stats, mais comment vous travaillez en sachant que vous êtes un staff où il y a plusieurs entités, donc voilà un peu l'organisation par rapport à tout ce que vous avez pu nous présenter en amont. Alors, le travail se fait quasiment à J-10, donc on va dire le mercredi de la semaine précédente. Donc nous, globalement, on reçoit ce qu'on appelle des organisateurs avec tout le tri des actions qu'on a demandé aux analystes vidéo. Donc à elle, qui est plutôt axée sur tout ce qui est attitude au contact, mais ça va être des montages très spécifiques là-dessus. Moi, ça va être sur du jeu courant ou des lancements de jeu. Et en fait, tout notre travail entre le mercredi et on va dire le dimanche, ça va être de trier toutes ces actions. Trier ces actions et trouver justement ces petits dénominateurs communs, que ce soit dans le combat rapproché, que ce soit dans les lancements. Et après, en fait, petit à petit, on met en commun toute cette observation qu'on a pu avoir sur les 3-4 derniers jours, sachant que ce travail-là, il est amorcé en parallèle de la préparation du match précédent. Donc c'est un travail qu'on prépare jusqu'au dimanche, ce qui nous permet dimanche, après le match précédent, le match -1, mais déjà, c'est de tirer le bilan du match -1, de peut-être identifier des difficultés qu'on aurait eues sur cette partie-là défensive, et peut-être aussi mettre en commun par rapport au match à venir et par rapport à notre observation, mais quelle stratégie on doit mettre en place, quelle régulation on va devoir mettre en place par rapport à la nouvelle équipe qui va arriver.
Et à partir de là, on construit ce document dans la stratégie défensive. Je ne sais pas si on peut la remettre, je l'ai directement sur mon PC. Donc, la stratégie défensive, excusez-moi. Hop, non, pardon. Voilà, c'est celui-là. Donc, cette slide sur laquelle je suis passé, on l'a co-construit avec Gaël, notamment en retrouvant justement les différentes actions, 14 debout, efficacité du 1 contre 1 par rapport à ce jeu axial, tuer l'action, 3e pic, etc., etc. Donc, petit à petit, on construit, nous, cette stratégie qu'on partage avec les joueuses. Et en fait, après, tout au long de la semaine, en fait, à chaque moment de défense, il y a une partie, on va dire, générale et une partie beaucoup plus loop, la partie attitude contact. Donc là, on se renvoie la balle, on crée les montages vidéo ensemble, on essaye de donner du sens par rapport à la partie collective et par rapport à la partie homme contre homme ou plan individuel. Et l'idée, c'est petit à petit de se renvoyer la balle pour donner du sens à cette logique de leur attaque, en fait. En fait, l'idée à l'arrivée, c'est d'essayer de raconter une histoire aux filles en disant voilà comment elles attaquent, pour créer cette conséquence-là. Et en fait, nous, on met en commun nos observations et petit à petit, on essaye de construire ça. Et forcément, après, sur les entraînements, les temps où on travaille sur des effectifs réduits, c'est Gaël qui anime et qui propose les situations spécifiques à cette stratégie. Et puis, l'animation collective, on va dire, ensuite, nous, on la met en place dans une animation, du coup, plus collective. C'est pour les gens qui sont en live, le micro. Okay. Juste par rapport à l'animation que vous avez mis en place sur le terrain tout à l'heure, vous avez fait 45 minutes très intensifs et avec très peu de régulation des contenus. Ça veut dire que les contenus, vous les mettez beaucoup dans les situations de vidéo, sûrement. Parce que ce qui était surprenant en nous, c'est qu'on avait beaucoup d'animation avec beaucoup d'intensité. Vous leur avez mis beaucoup de pression presque sur cette intensité-là. Mais on a du coup peu de temps pour réguler les problématiques que vous venez d'énumérer, par exemple. Alors, oui, l'entraînement qu'on a présenté tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle un BIP. Donc, c'est un entraînement qui est timé, qui représente en règle générale un ratio de ce qu'on peut reproduire sur un match avec des temps de travail et des temps de récupération. Donc, on adapte aussi en fonction des équipes en plus qu'on va jouer. Si c'est une équipe qui tient beaucoup le ballon, peut-être qu'on va avoir des temps beaucoup plus, si on est sur un aspect défensif, des temps beaucoup plus longs de travail. Donc là, on intervient très peu. On essaye de coller au maximum à ce qui peut se passer sur un match. Sur un match aujourd'hui, David et moi-même, on est en tribune. Donc on a beau s'égosiller et crier tout ce qu'on veut, personne ne nous entend puisqu'on est fermé dans une espèce de bulle. On a un entraîneur bord terrain qui aujourd'hui n'a plus le droit de rentrer pour apporter des régulations et des consignes. Au final, on a très peu de temps. On a le temps de la mi-temps et c'est juste ce temps. Donc là, les seules régulations qu'on a apportées tout à l'heure, c'est on est rentré dans la bulle et on a donné 2-3 mots-clés aux joueurs par rapport au thème qu'on recherchait. Après, on régule, on répète, ceux qui étaient à l'entraînement, beaucoup sur les petits ateliers d'effectifs réduits, sur des attentes précises de l'individu. Mais sur toute la partie collective, quand on est en travail de BIP, comme ça, ce qu'on a proposé tout à l'heure, on ne régule pas. On a des entraînements autres, des entraînements qu'on appelle plutôt projets pour nous, où là les temps d'entraînement sont vraiment différents. On va avoir 15 minutes d'exercice ou 10 minutes d'exercice, et là on prend le temps de pouvoir arrêter, de faire des loops et des focus. Voilà. Les entraînements sont totalement différents. Si on prend la structure de l'entraînement qui est présentée là, sur les connexions AAC 2 minutes, je suis plutôt derrière en train d'aboyer et de répéter tout ce qu'on a vu sur la semaine avec des mots-clés. Là, le coup, c'était plaquer, vite debout, scanner, plaquer, vite debout. Voilà, juste que les joueuses soient alertes là-dessus. Et après, sur la défense montée fort, voilà, David a donné vraiment, on n'a que 6 minutes, a donné vraiment ses attentes et on corrige en fait en parlant derrière elle. Voilà, mais on fait très peu de pauses à réguler. Là où tu as raison, c'est qu'ici, sur les 6 minutes, déjà on a des contraintes physiques. On ne régule pas. Par contre, c'est ce que je montrais juste sur cette image-là.
Donc là, la défense montée fort, on l'a nommé comme ça, hein, c'est un mot, mais en fait, c'est cette séquence-là. Et dans cette séquence-là, nous, on a voulu recréer le contexte dans lequel on allait se retrouver face au Neo Z, avec un jeu spécifique axial, des joueuses qui vont chercher très large en aspirant ces joueuses-là. Et nous, ce qu'on a demandé aux filles, c'est justement de rester très compact sur le bout de ligne. Et là, on voit qu'entre ces deux joueuses, l'écart se crée et qu'en plus de ça, ça va être accentué par l'avant-dernière qui va casser la ligne, qui va sortir de la ligne. Exactement ce qu'on ne veut pas. Donc la régulation, en fait, on va la faire après cette vidéo. Donc cette vidéo, on l'a sortie de ce qu'on a montré aux filles l'après-midi même de cet entraînement, en justement leur reprécisant, attention, si on sort, on se met en danger, qui plus est, si on a cet arrière qui est ici en place. Et ça revient du coup à cette slide-là, qu'on leur a montré à la suite de cette vidéo, en disant attention, vaut mieux qu'on soit compact et qu'on place notre arrière extérieur, plutôt que de casser cette ligne et de se mettre en danger sur les intérieurs. Donc la régulation, on va dire, on l'a fait a posteriori, mais parce que là, pour le coup, on n'a pas le temps. Donc c'est nos images d'entraînement qui nous permettent de réguler les comportements qui pourraient être déviants ou qui pourraient nous mettre en danger pour le match. La régulation, on l'a fait du coup après coup, mais parce que le format Coupe du Monde et le format des semaines ne nous permet pas de faire autrement. D'autres questions ou sinon on va clore. On va clore cette édition de l'Observatoire du jeu dédié au rugby féminin. Vous remercier encore d'être venu ou d'avoir assisté en ligne à cet observatoire. L'objectif, évidemment, vous l'avez compris, il était de en fait vous montrer nos méthodos de préparation au match, nos méthodos d'analyse. Un des gros enjeux maintenant qu'on a, c'est, vous l'avez vu avec Gaël et David, c'est le nombre de données qu'on peut avoir. Et puisque vous avez vu, les semaines, là, ils vont préparer un tournoi, ils ont 15 jours, les joueuses, et puis après, c'est parti. Donc c'est vraiment de synthétiser un maximum toutes les données qu'on peut faire pour passer des messages clairs aux joueuses et globalement aux joueurs pour vous dire le staff du 15 de France ils comptent en fait le nombre de slides qu'ils présentent aux joueurs dans la semaine. Voilà. Et un des gros enjeux aussi, c'est de réduire à chaque fois le nombre de slides pour que on a beaucoup d'informations, mais qu'on donne le message le plus simple et le plus clair aux joueurs et la joueuse. Voilà. Merci encore à vous.